Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Oncodesign, c'est une société que j'ai créée en 95. Moi j'ai un profil de chercheur, entrepreneur, chercheur. J'ai jamais vu trop la différence d'ailleurs parce que je trouve que cette formation elle est spectaculaire dans les qualités qu'elle peut offrir aussi en termes de structuration, de projets scientifiques. On est dans la biotech, c'est compliqué. Moi, j'ai commencé de travailler en pharmacologie sur un produit qui était peut-être un des premiers produits reliés à l'apparition de la médecine de précision, à une cible. C'était une protéine qui était associée à une résistance, et donc il fallait trouver une molécule qui inhibait cette protéine pour rendre actifs les drogues en chimiothérapie. C'est le carrefour entre la chimiothérapie et l'apparition des thérapies diverses et variées, reliées aussi à l'explosion de connaissances issues de la génétique. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'assez spectaculaire à cette époque-là. En tout cas, ça a tracé ma route. Et la liberté aidant, parce que j'aime aussi ma liberté, ça c'est le propre aussi des chercheurs, j'ai trouvé que cette voie de développement était, qui s'ouvrait à moi au travers de la création d'une entreprise était importante. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, la société, elle est très structurée, on va la passer en revue. Pour moi, clairement, c'est une société biopharmaceutique. J'emploie ce terme parce que, à dessein, je sais que l'introduction a été faite sur un business model qui contient du service. On est biopharmaceutique parce qu'on est un des créneaux maintenant de la chaîne de création de valeur du médicament. La recherche, les risques qui sont plus pris à l'intérieur des grands groupes, qui sont pris justement à l'extérieur de ces grands groupes par des sociétés comme les nôtres. Donc dans la chaîne de création de valeur du médicament, elles ont une place. Et pour moi, très clairement, on a un produit qui est en cours de développement clinique, qui est un radiotraceur, un biomarqueur. Biomarqueur, dans médecine de précision, c'est important parce que ce qui différencie la médecine de précision de la chimiothérapie, par exemple, c'est qu'on a besoin d'avoir la certitude que la cible thérapeutique, la protéine, est présente dans la pathologie que vous allez traiter. Alors, c'est un peu comparable à ce qui a été présenté précédemment en thérapie génique, où on a effectivement un gène ou une défection d'un gène et on va remettre, je dirais, un gène qui va coder pour une protéine de manière très précise. Là, nous, on va cibler, inhiber une enzyme en particulier qui va être surexprimée, voire mutée, et pour bloquer son activité, pour être actif. Là, au travers de cette technologie, si on marque ces petites molécules, on peut aussi avoir des radiotraceurs qui permettent d'aller détecter de manière précise à l'intérieur de l'organisme la présence ou pas de ces cibles. On en parlera. On a des programmes internes et de partenariats qui sont centré sur les inhibiteurs de kinase. Les kinases, c'est une catégorie de protéines qui est centrale. On va dire quand elles sont dérégulées, on estime qu'elles sont à l'origine de plus de 400 pathologies en médecine. Donc c'est un réservoir assez énorme de cibles thérapeutiques et on s'est centré sur ces cibles au travers d'une technologie qu'on appelle nanocyclix. On va en reparler. Nanocyclix, c'est la capacité de faire des petites molécules extrêmement spécifiques pour aller bloquer ces enzymes dérégulées. On travaille essentiellement en oncologie, maladies inflammatoires auto-immunes, on a parlé de Parkinson, on a parlé également d'Alzheimer, mais au travers de cette technologie nanocyclique. C'est là où on mène nos projets et nos combats. Donc on est capable, alors c'est une société technologique, on a, développé des plateformes technologiques qui permettent de faire l'évaluation précisément en préclinique de composés. Alors on les ouvre sous la forme du service à des clients et on peut faire l'évaluation de leurs composés. C'est comme ça qu'on s'est construit. On s'est construit ça, c'est très intéressant parce que ça fait un chiffre d'affaires, ça fait de la marge, on peut réinvestir et on peut construire aussi des relations assez durables dans le temps et ça c'est important. Et on est capable également donc de gérer des partenariats qui vont au travers de nos technologies. Alors, soit on les effectue très tôt, ces partenariats, au travers de Nanocyclix, avec des boîtes pharmaceutiques, et là, elles arrivent, elles prennent le risque très tôt avec nous, et on appelle ça un partenariat. Soit nous, on investit sur nos programmes, et on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on mène les développements jusqu'aux premières phases cliniques, pour essayer effectivement
de céder des licences sur nos produits. Voilà. Dans les deux cas, c'est un combat, parce que l'industrie pharmaceutique, quand elle sent qu'il y a un produit intéressant, elle a un bras très costaud et très musclé, et il faut résister à la pression. Et il faut aussi savoir un petit peu derrière trouver les moyens de pousser ces financements, d'aller chercher des financements pour pousser ces développements un peu plus loin, pour vendre plus cher nos programmes. Alors c'est un combat qui n'est pas que le nôtre, hein. Dans beaucoup de sociétés c'est comme ça. Vous avez l'équipe de biotech. Alors, comment on vient en arrière? C'est celle-là, je pense. Voilà. Et donc, dans beaucoup de sociétés, donc dans la société, vous avez énormément d'expériences issues de l'industrie pharmaceutique. Yann Oflac, qui est le CSO, je pense que j'en parle là volontairement parce que c'est le papa de Nanocyclix. C'est quelqu'un qui est très présent dans l'entreprise au travers, je dirais, des développements scientifiques qu'on fait. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a plus de 25 années d'expérience issue de l'industrie pharmaceutique. Fabrice Viviani, Alexis Denis, ils sont arrivés au travers de l'acquisition GSK qu'on a fait. C'est le même profil. Et donc, je dirais qu'on a une équipe scientifique extrêmement expérimentée. La mission, elle est là depuis le début. Alors, il y a quelque chose qui nous rapproche peut-être aussi de l'entreprise précédente, c'est la conviction. On s'est vraiment orienté pour travailler à la découverte de thérapies innovantes efficaces contre le cancer. On a étendu, comme vous l'avez compris, à d'autres pathologies graves sans traitement connu. C'est vraiment notre domaine. Le credo, c'est la médecine de précision. On en parlera un petit peu plus loin, je vous l'ai déjà un petit peu introduite. Et puis ce qui nous intéresse surtout, c'est là où il y a des résistances ou une insensibilité. Donc c'est là où on va chercher à essayer de trouver des cibles justement pour rendre efficaces les nouveaux traitements. Alors la société créée en 1995, j'en ai parlé, elle a des revenus d'exploitation en 2017 qui étaient de l'ordre de 26 millions d'euros. CA en hausse de plus 27%, donc en 2017 à hauteur de 14,3. À mi-année, c'était cité, on était à 9, donc on a une progression de plus de 30% de nos revenus, donc à mi-2018. Donc une société qui se développe sur son chiffre d'affaires, principalement. 220 collaborateurs, donc on a trois types de relations, on va dire. Le service est là depuis longtemps, notamment en oncologie, notre expertise est très reconnue et on a effectivement plus de 600 clients à travers le monde. Alors on a travaillé sur des tas de types de thérapies différents. On n'est pas spécialisé uniquement sur les petites molécules chimiques, mais tout ce qui est anticorps, thérapie génique, etc. Depuis 20 ans, on a vu passer tout ce qui se fait dans le monde. Ça, c'est pas inintéressant. J'y reviendrai parce que quand on parle justement des différences de valorisation entre les sociétés, nous, on a un observatoire qui est assez unique depuis 20 ans. On sait ce que développent certains grands noms, on connaît l'effet de ces produits et aussi on connaît la différence de valorisation d'un continent à l'autre. Et j'ai jamais trop compris ce qui faisait cette différence, je la comprends moins bien maintenant encore. On a des partenariats scientifiques, je vous l'ai dit très tôt, donc quand on partage avec des sociétés qui sont importantes, hein, Bristol Myers, UCB, Cyclopharma pour l'aspect radiotraceur, et puis on a aussi des consortiums qui sont en route avec plusieurs sociétés quand on développe de nouvelles technologies. Et puis on a 5 projets internes en drug discovery, on va en parler. 3 sites principaux, donc le site initial à Dijon, où là on est très spécialisé en oncologie principalement et surtout en pharmacologie autour des modèles expérimentaux. Le site, donc il y a une centaine de personnes ici, le site des Ulysse qu'on a acquis des laboratoires GSK, qui est le centre François Yaffil. Là il y a à l'heure d'aujourd'hui 120 personnes qui sont sur ce site et donc on y a aussi intégré une société, enfin la partie service de Bertin Pharma, surtout basée sur la bioanalytique, et c'est là que les chercheurs sont maintenant installés et travaillent. Et puis on a également un site à Montréal avec un laboratoire qui compte une dizaine de personnes, et cette dizaine de personnes travaillent principalement en oncologie et travaillent à essayer d'étendre, on va dire, le marché du service qu'on est capable de proposer sur le continent nord-américain. Voilà. Et puis on a un petit bureau comme tout le monde à Boston parce que on a besoin d'avoir une présence commerciale et ça c'est important. Voilà.
Alors, une plateforme de médecine de précision, pour nous, c'est quoi? C'est trois activités stratégiques basées sur des axes technoscientifiques. Expérimentation, je vous ferai le détail des technologies après, c'est comment prédire le potentiel des molécules qui sont capables de devenir des médicaments efficaces. C'est un éternel combat de l'industrie pharmaceutique. Comment essayer d'avoir les tests les plus prédictifs? Et ça, c'est la première des questions que je me suis posée il y a très longtemps quand j'ai créé la société. Trouver de meilleurs modèles expérimentaux, associer des technologies pour voir l'effet des traitements, ça a toujours été un combat. C'est un combat, et ça, c'est important. La deuxième activité, chronologiquement, c'est découverte. Alors, dans découverte, vous allez trouver tout ce qui est techno relié aux outils thérapeutiques et diagnostiques. C'est là que vous retrouvez les radiotraceurs, c'est là que vous allez retrouver Nanocyclix. Et puis la petite dernière étude qui est arrivée plus récemment, il y a un peu plus d'un an maintenant, qui est, vient sur des technologies complètement différentes, plutôt en intelligence artificielle, et qui doit nous aider à identifier ces populations de patients qui deviennent résistants et insensibles. On travaille sur le vivant, ce qui fait que quand on traite le vivant, ce vivant se différencie, résiste au traitement, et on doit très vite trouver des parades un petit peu à l'évolution, à la résistance qui peut s'installer, à des choses comme ça. Et donc, là, statistiquement, on a monté un essai clinique assez important, j'en parlerai un peu plus tard, pour essayer d'avoir effectivement accès à des données qui nous permettent de faire de la modélisation. Alors, derrière ces trois activités, vous avez des technologies. Rapidement, PharmImage, c'est l'utilisation des techniques d'imagerie pour visualiser l'effet des traitements. Et là, on est parmi les pionniers. On a commencé à développer ces approches-là en 2003. Les nouveaux, donc KeyMice, qui est plutôt un module où on arrive à produire des modèles expérimentaux à partir de souris transgéniques, mais qu'on humanise. Alors on les humanise aussi en arrivant à greffer des cellules souches dessus et donc à reconstituer un certain nombre d'organes, je dirais à partir avec des cellules humaines, et ça nous permet de voir, de visualiser les interactions entre l'organe et les cellules tumorales. C'est assez important et c'est très pertinent comme modèle. Et là pareil, dans ce registre-là, on est parmi les pionniers. Ça, c'est un module où on a toute notre science acquise depuis notamment plus de 20 ans dans le domaine de l'oncologie, nos bases de données, c'est nos connaissances en pharmacologie, en oncologie. Mais depuis l'acquisition de GSK, on est maintenant très bon dans un certain nombre d'autres domaines, et on a complété ces modèles avec des modèles sur les maladies du CNS, dermato, etc. Donc on va les passer en revue aussi tout à l'heure, agrandi énormément cette base de données. Et là, c'est un test qu'on est en train... Enfin, c'est une série, c'est une technologie qu'on est en train de développer, où là, on travaille en 3D sur des tissus pour essayer de visualiser l'effet des traitements in vitro. D'accord ? C'est une étape importante. Nous, on a des molécules, on veut essayer de les orienter correctement, et donc ce test doit nous permettre de montrer l'effet positif ou négatif, est-ce qu'il y a un sens à les utiliser dans un certain nombre de pathologies cancéreuses principalement. Et ça, c'est le test qu'on est en train de... C'est un test phénotypique, on regarde le phénotype. Nanocyclix, c'est l'approche de chimie qui permet d'avoir ces petits inhibiteurs très spécifiques. Juste au passage, c'est une technologie qu'on a transférée de Johnson & Johnson en 2010. Donc il y a du transfert à faire avec les grosses pharma, notamment. Et puis, OncoSnipe, on en a parlé, c'est un consortium. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir développer des algorithmes qui permettent d'isoler ces sous-populations de patients. C'est un gros essai clinique aussi derrière. Il y a plus de 600 patients. Et donc, l'idée, c'est d'accumuler des données hétérogènes et de pouvoir essayer de relier ces données hétérogènes pour après trouver les empreintes nouvelles de ces sous-populations de patients. C'est la médecine de précision, c'est très différent. Quand on parle de marché, on doit se dire qu'on va travailler sur des sous-populations. Il y a ces thérapies géniques sur, je dirais, des maladies monogéniques qui sont des maladies rares. Petit à petit, plus on va loin dans la connaissance, plus on s'approche justement aussi de ce type de démarche pour des pathologies complexes comme le cancer, par exemple. C'est le cas. Mais aussi Parkinson, vous le verrez. Alors,
c'est important aussi de voir ça, les leviers de croissance de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on utilise? Les projets collaboratifs, je pense qu'on est les champions dans ce domaine. On est les champions parce qu'on a toujours su monter des projets collaboratifs importants pour développer nos technologies avec des gens, et on l'a fait de manière très complémentaire. Et donc, les principales applications, nous, on les conserve. Et c'est quand même, juste pour vous dire, quand même l'équivalent de 128 millions investis au travers de ces projets collaboratifs. Non pas par nous, mais au travers des consortiums qu'on a montés. Et donc, les technologies derrière, on les partage, mais pas sur les aspects stratégiques par rapport à nous. Partenariat stratégique aussi avec l'industrie. Ça, c'est hyper important. C'est la crédibilité de l'entreprise, mais c'est comme là, par exemple, la possibilité de travailler sur des cibles très tôt, des cibles qu'on ne travaillerait pas nous parce qu'on n'a pas les compétences pour le faire, et on se fait financer à la fois, je dirais, au travers d'Upfront, mais on se fait financer également les coûts de recherche, on se fait financer les milestones si on arrive à certains résultats. Donc voilà, c'est une voie de financement tout à fait intéressante. Et des fois, ils arrêtent parce qu'ils trouvent qu'effectivement, on va pas assez vite, ou ils changent de politique, mais on garde les droits tant qu'ils ne lèvent pas les options. Donc on peut très bien recommencer avec un autre derrière, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait régulièrement. Il y a des sociétés très malignes pour ça, Galapagos en est une. En service, on a des gros partenariats, Ipsen et Notella, c'est un bel exemple. Ipsen, c'est un partenariat qu'on a signé il y a plus de 3 ans. Ils étaient au moment de la restructuration de leur recherche. On est devenu le partenaire de recherche sur les programmes en oncologie d'Ipsen. Donc on est leur laboratoire derrière. Ils venaient chercher à peu près toutes les technologies qu'on avait développées, y compris les approches en imagerie. Et donc maintenant, on fait leur programme de recherche en liaison avec eux. Et pour nous, c'est un très beau partenariat. Et ce partenariat a déjà 3 ans et il est prolongé. Donc vous voyez, ça marche relativement bien. Voilà. Et là, on apprend énormément. Vous avez vu, pour ceux qui connaissent l'entreprise, qu'on a signé un très beau partenariat récent avec une société qui s'appelle Galderma. Et là, c'est encore un autre type de partenariat. Ils ont des cibles, on valide les cibles, on va jusqu'au composé, on va dire candidat médicament. Et là, c'est des programmes effectivement de 3 à 5 ans derrière. On le fait en service. C'est-à-dire que là, on ne travaille pas sur notre technologie propriétaire. On va chercher des composés avec eux qui leur appartiendront. D'accord ? Donc c'est une autre démarche. Croissance externe, tout à fait. On est très heureux aussi de se développer comme ça. On gagne du temps parce que les technologies qu'on acquiert, elles sont accompagnées des compétences. Et les compétences sont importantes. Par exemple, le GSK, c'est 57 personnes qui sont arrivées chez nous avec des connaissances en drug discovery extrêmement poussées. Et qui avaient, juste pour vous dire, ces équipes-là, elles ont un background scientifique et un track record extrêmement fort. Le Cialis sort de ce laboratoire. Cialis, GSK n'y croyait pas, ils l'ont cédé à AbbVie, c'est devenu un blockbuster derrière. Donc, juste pour vous dire, donc, dans l'évolution de la pharma, il se sépare d'un certain nombre de structures. Ce n'est pas forcément que les structures sont mauvaises, c'est que c'est des lignes de budget et on les coupe pour des raisons stratégiques et on se réorganise autrement. Donc nous, on est très contents de ça. Ce n'était pas simplement des équipes, ce n'était pas simplement un très joli bâtiment qui était fait en 2010, donc des charges quand même, tout ça. C'est aussi 35 millions derrière qui sont versés sur 4 ans et qui nous permettent, nous, de lancer nos recherches sur nos programmes internes. Donc, vous voyez que c'est très synergique. Ici, Bertin, c'est une vraie acquisition, mais c'est une acquisition sur une activité de service qui est rentable et qu'on a regroupée pour la rendre encore plus rentable derrière. Et puis, ce sont des gens qui sont spécialisés en bioanalyse et on avait besoin de ces connaissances. Levée de fonds. La levée de fonds, c'est toujours on troque un peu sa liberté contre, on va dire, l'argent, parce que l'argent est nécessaire dans ce domaine-là. Moi, donc on est rentré on a fait l'IPO en avril 2014. Avant l'IPO, on a levé 5,5 millions d'euros, ce qui est relativement modeste finalement. Et puis, à l'entrée en bourse, on a fait 12 millions d'euros. Depuis, on n'a rien levé.
D'accord, donc pas de dilution. Moi, j'ai encore 43% du capital et avec mes collaborateurs, plus de 50%. Ça, c'est important. Ça veut dire que nos intérêts, c'est ceux de nos actionnaires aussi. On est très liés là-dessus. Alors, ça présente des désavantages, on va dire, dans la liquidité peut-être des actions. Mais au stade où on en est, on a besoin de ça. D'accord, donc pour nous, c'est important. On est aligné avec nos actionnaires. Voilà. Alors, le business model, je vous ai parlé des 3 types d'activités. Je vais le passer vite. Donc, le service qui nous génère du cash, j'irais à court terme, c'est surtout ça, et donc qui nous génère aussi beaucoup d'expérience. Et pour nous, c'est important. Le risque est très modéré, puisqu'on est payé en fonction des moyens qu'on met en place. Et donc, quelque part, et on vend des programmes de plus en plus importants, ce qui fait que finalement, ils sont de plus en plus importants aussi en termes de chiffre d'affaires. Et c'est une vraie capitalisation à ce niveau-là, parce que la fiabilité de l'entreprise, elle vient de ça, et on est connu dans l'industrie grâce à ça. Et je vais vous dire même encore plus, je pense que le drug discovery, pour bien le faire, il faut avoir pratiqué le service et pas avoir vécu éternellement de budget, parce que ça encourage quand même beaucoup à se remettre en question et à avancer. On a les 2 autres flux, donc partenariat et licensing. Le point d'origine, c'est Nanocyclics. Et là, on est sur plutôt du moyen terme et plutôt du long terme en termes de revenus. Là, on a des molécules qui jouent sur certaines cibles. On a des hits, on va dire. Ça veut dire qu'on a 1 ou 2 molécules qui sont intéressantes en termes de spécificité sur des cibles qui intéressent des industriels. Ces industriels viennent nous voir. Et là, on a un deal qui se fait très tôt. C'est-à-dire, c'est très rare qu'il y ait des deals sur des hits, puisqu'il y a tout le travail de lead optimisation à faire derrière. Et puis, c'est quand même, je dirais, encore la loterie. C'est pas gagné à ce stade-là. Mais là, on peut signer des deals. Et la plupart des deals qu'on a signés sont faits là, parce qu'on avait besoin aussi, entre guillemets, de travailler avec ces industriels. On avait besoin de leur financement aussi pour avancer. Ceci dit, depuis notre acquisition de GSK, on a surtout misé sur l'aspect licensing. Et là, c'est différent. Là, on va jusqu'au candidat médicament et derrière, on passe les étapes pour arriver sur les phases 1, phase 2. D'accord ? Et c'est ça qu'on va financer pour céder des... Alors, on en est là. J'essaye d'activer. Les kinases, donc, c'est un marché qu'on n'a pas inventé, qui existe. Il y a plus de 30 inhibiteurs sur le marché. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher dans les trous. Vous voyez, ça, c'est l'arbre phylogénique. Au bout de chaque extrémité, il y a une kinase. Donc... ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller chercher là-dedans s'il y a des kinases intéressantes pour lesquelles on ne connaîtrait pas bien la fonction et pour lesquelles on aurait, nous, des molécules comme point de départ. Et il se trouve qu'on en trouve. C'est des deals hyper importants. Je dirais que l'industrie est hyper active dans ce domaine. Donc vous avez des exemples là, on pourra en parler plus tard. Et notre pipe, alors à la différence, je dirais, de boîtes de biotech plus classiques, nous, on a effectivement un pipe qui est là, encore early. On a le projet de radiotraceur marqué au fluor 18, et ça, c'est le projet le plus avancé. Donc la phase 1 est terminée. L'intérêt des radiotraceurs, c'est que ça intéresse du monde également dans l'industrie pharma, qui ont déjà des inhibiteurs, notamment dans le domaine du cancer du poumon, mais qui auraient besoin de ce type de radiotraceurs et qui ne l'ont pas trouvé. Et on est en discussion. Et puis ça intéresse aussi des professionnels de l'industrie nucléaire qui, eux, fabriquent et vendent ces molécules. Et donc Cyclopharma, notamment, est une de ces sociétés. Alors, elle s'est récemment vendue. On est rentré en discussion avec les acheteurs ou les successeurs. Et là, on renégocie. Mais l'intérêt de tout ça, c'est que quand vous avez fait une phase 1, il y a on va dire une vingtaine de patients à ce stade. Et là, on a démontré vraiment déjà la spécificité du marqueur et, je dirais, l'intérêt par rapport aux cliniciens. Donc, ici, on passe directement en phase 3. C'est 90 patients. Et ça voudrait dire que ce projet, en 2021, pourrait être sur le marché, pratiquement. Alors, pour des sommes inférieures, je dirais, c'est pas du tout le même chiffre d'affaires qu'un médicament, mais on a déjà des revenus potentiels qu'on ira rechercher à relativement moyen terme. Ça, ce sont nos projets sur les inhibiteurs de kinase. Les 2 projets phares, c'est ces 2-là. Alors, ils ne sont pas en onco. RIPK2, c'est une cible extrêmement intéressante dans les maladies auto-immunes. On n'est pas très loin du candidat médicament. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une recherche qu'on a débutée au moment de l'acquisition des laboratoires GSK. Ça veut dire, il y a 18 mois,
On a lancé la phase de lead-up, et une phase de lead-up, c'est 3 ans, avec ou sans succès, d'accord ? Donc on est déjà dans des phases où on commence déjà à avoir des choses intéressantes, très intéressantes, on va dire, au niveau candidat médicaments. Les maladies auto-immunes, c'est des marchés énormes. Et c'est vrai qu'on est tout le temps en discussion avec l'industrie pharma au niveau professionnel. Donc on sait que ça intéresse de très très grosses sociétés. Donc là, on veut le pousser jusqu'en phase 1. L'ARC2, c'est une molécule, c'est une cible intéressante dans la maladie de Parkinson. C'est une cible qui est connue depuis 2004, qui est travaillée par l'industrie pharmaceutique depuis 2004, sans savoir vraiment si c'était une cible intéressante, au travers notamment de la protéine mutée. Les gens cherchaient effectivement à ce stade à avoir plus de précision. Il n'y a pas de modèles expérimentaux très performants, sauf que... Alors, nous, on a signé un deal avec Ipsen en 2012. Ce deal, on l'a arrêté début 2017. Que je ne dise pas de bêtises. Et début 2017, parce que Ipsen a changé de stratégie à ce moment-là. Et je dirais qu'ils ont arrêté leur programme en euros. Ils nous ont rendu, c'est l'explication que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a repris les droits. Ils n'avaient pas levé l'option. On a travaillé 4 ans avec eux, donc on avait bien avancé. On a repris les droits. Et puis, on arrivait à ce moment-là avec l'acquisition de GSK et sur des plateformes où les gens, les équipes qu'on incorporait avaient déjà l'expérience de l'ARC2. Donc en 1 an, on a progressé assez vite. Il se trouve qu'entre-temps, et ça, il n'y a pas que de la malchance non plus, entre-temps, une société qui s'appelle Denali, qui est une société qui est issue de Genentech, a mis 2 molécules en essai clinique contre cette protéine, avec une démonstration qui est qu'effectivement, il y a un effet potentiel thérapeutique derrière. Donc, ils ont validé la cible, ce qui a redonné un gros coup de fouet derrière et gros coup d'intérêt au niveau des pharmas qui maintenant cherchent des projets, des produits dans ce domaine. Donc là, il y a beaucoup de discussions très actives autour de ça. Et notre programme ayant bien avancé, on n'est pas très loin d'un candidat non plus. Et donc il y a 2 inhibiteurs en cancéro, ALK1 et donc les 2 kinases, c'est ALK1 et MNK1. C'est on va en parler un peu plus tard, c'est l'angiogénèse associée au cancer, les agents anticancéreux. Ce sont des cibles qui sont travaillées par d'autres sociétés de biotech. On est assez avancé, nous, dans la partie lead-up. Il y a encore du travail, mais on espère beaucoup sur ces 2 projets-là. Voilà. Puis on a d'autres projets émergents qu'on conserve, mais ce n'est pas le pipe. Donc on a un pipe très early, c'est ce qui nous caractérise. Ce n'est pas un pipe de produits en clinique, d'accord ? C'est très différent. C'est un pipe à venir. C'est juste pour vous expliquer le positionnement de la société. Alors, ça, c'est quelques images sur le radiotraceur. Ça peut vous aider donc, c'est des coupes transverses thoraciques. Vous avez ici, on injecte le radiotraceur dont je vous ai parlé tout à l'heure. On fait un PET scan derrière. Et puis, vous voyez donc, qu'on arrive à éclairer finalement les métastases et les tumeurs dans les os, etc. Donc, ça montre la spécificité, on va dire, parce que ces patients, donc il y avait une première étape avec 8 patients sur lequel on vérifiait effectivement le statut de mutation de cette protéine qu'on appelle EGFR. Il y a des traitements qui existent sur le marché déjà, qui sont arrivés, mais il n'y a pas ce type de biomarqueur. Et donc l'idée, c'était effectivement de montrer la spécificité de ce marquage. Alors, quand on injecte, on marque, et quand on injecte et qu'on réinjecte le traitement après, c'est-à-dire vous faites la molécule chaude, vous marquez, vous injectez le traitement derrière, qui normalement va cible exactement le même site sur l'enzyme, vous faites disparaître le marquage. Et ça, c'est ce qu'on arrive à montrer ici. Ça montre tout de suite au clinicien que sa molécule thérapeutique, elle va sur le site direct pour lequel elle est faite. Ce radiotraceur, il permet d'allumer les 2 mutations importantes qui sont sur cette protéine EGFR et qu'on a détectées. Donc voilà. Donc il voit que là, potentiellement, il a le bon médicament pour avoir une activité derrière. Je ne sais pas si je suis clair. Vous me reposerez la question.
Au passage, on a continué donc on a fait des patients positifs, on a fait des patients négatifs, on n'allume pas les patients négatifs, et on a aussi montré sur les patients positifs certains sites métastatiques que les cliniciens ne pouvaient pas voir, en tout cas avec le PET scan, notamment dans le cerveau. Vous voyez, cette métastase qui est présente là. Voilà. C'est pas du tout inintéressant parce que pour ce type de pathologie-là, notamment, on discute beaucoup de faire des diagnostics précoces parce que souvent, c'est des cancers qui sont détectés trop tard sur des gros fumeurs et qui sont déjà métastatiques. Avec ce type de marqueur, également, à un niveau diagnostique, on peut espérer pouvoir diagnostiquer ces petites métastases qu'on ne peut pas voir autrement. D'accord ? Donc ça peut être très intéressant aussi. Voilà. Et puis là, on a terminé l'étape 3, donc on est en train de travailler sur la phase 3, et puis le partenariat avec le successeur de Cyclo. Avant Cyclopharma, on avait Guerbet, donc pour vous dire que les histoires sont longues. Ça, c'est BMS. BMS, ça fait 3 ans. On arrive à la fin de la première étape. On a signé avec eux un deal très intéressant où on avait plusieurs cibles à étudier. Des cibles qu'eux avaient identifiées au travers des molécules qu'on leur avait confiées. On leur a donné un set de molécules, ils ont travaillé avec, ils ont investi au passage 2 millions quand même. Ils ont travaillé plus d'un an de leur côté. Ils sont revenus en disant « Ok, vos molécules, elles nous intéressent pour telle cible. Donc, on va essayer de mettre des programmes ensemble, en route. » Et donc, il y a à la fois le type de deal partenariat très tôt où ils payent les frais, puis aussi des deals qui sont des deals où on investit aussi. D'accord ? Et ça, on arrive à la fin à un tournant, au bout de 3 ans, une discussion. On va voir ceux qui continuent, ceux qui s'arrêtent. Voilà. UCB, ça c'est une cible extrêmement intéressante. Alors d'un point de vue Alzheimer, alors UCB a levé une option, ce qui avait fait flamber l'action à l'époque, en 2015, je crois, de manière très rapide. Donc c'était une bonne époque pour la bourse, visiblement, et c'était monté assez haut. Je souris parce qu'il n'y a pas plus de rationnel maintenant qu'il y en avait à l'époque, parce que l'option était une option assez précoce. Donc quand on connaît bien le domaine, on peut l'analyser. Mais voilà. Et ils ont repris le projet pour le travailler en interne, donc ils le développent chez eux, et c'est un programme qui avance toujours. Ça, je vais passer assez vite. Au COSNIPE, c'est le module et le consortium qu'on a établi en intelligence artificielle. Retenez que c'est un programme. Il y a surtout 3 indications qui nous servent, le sein, le pancréas et le poumon, parce qu'elles correspondent à des degrés de résistance différentes. Le sein, c'est une résistance qui apparaît au cours du traitement. Le pancréas, c'est très insensible. Et le poumon, c'est une résistance qui apparaît au cours du traitement moins vite que pour le sein. Donc c'est 3 niveaux de résistance différentes, et les algorithmes, on va les chercher sur les 600 patients, 200 par indication. Voilà. Le licensing GRIPK2, je ne vais pas vous assommer avec les aspects scientifiques. Vous avez là des données chiffrées. Je dirais, j'ai vu on distribuait la plaquette donc au design. Et alors, la première, il y a tout un article qu'on a fait. On essaie d'éduquer aussi nos actionnaires par rapport aux choix qu'on fait. Et vous avez des marchés hyper importants. Je dirais que c'est les plus importants, je pense, en médecine dans ce domaine pour tout ce qui est maladie auto-immune, avec énormément d'applications différentes. La difficulté de ça, c'est de choisir les bonnes orientations cliniques, c'est-à-dire celles qui vont vous permettre de faire une preuve du concept qui pourra permettre d'élargir après le spectre de diffusion du produit. Alors voilà. L'ARC 2, j'en ai parlé, je vais passer assez vite. ALK1, je passe vite. MNK1 aussi, ces programmes-là avancent bien, j'avance. Le service, juste pour vous dire quelque chose quand même, malgré tout, c'est juste pour vous dire une chose, c'est qu'avant, en service, on ne faisait que ça. C'est-à-dire ce marché-là, enfin le marché qui est derrière l'évaluation, c'est 0,5 milliards de dollars. Vous voyez qu'avec nos acquisitions et nos développements, on est capable d'aller dans beaucoup d'autres pathologies maintenant à l'heure d'aujourd'hui. La totalité de ces pathologies, c'est 14,5 milliards. Donc c'est un marché de services qui est quand même 30 fois plus gros maintenant. Donc quand on dit qu'on sera
à 40 millions d'euros en 2020. On se base sur ces effets d'échelle, même si 40 millions, ça peut paraître tout petit pour une biotech. Pour ce qui est de la croissance de l'entreprise, c'est important. Voilà. Ça, c'est l'explication des différences de marché. Et puis les perspectives, alors pour arriver vite. Donc un candidat médicament dans le domaine du traitement du cancer, donc en clinique en 2020. On est encore en course, ça va être très serré, mais on se bat. Amener un candidat médicament dans une autre aire thérapeutique, vous avez RIPK2, l'ARC2, et là, c'est des programmes qui avancent très très bien. L'AMM pour le radiotraceur 2020-2021, oui, parce qu'il a passé l'étape importante qui était la phase 1. Donc pour nous, c'est essentiel. C'est développer les partenariats stratégiques BMS, UCB, oui. C'est des choses sur lesquelles on a investi beaucoup d'efforts, y compris un co-investissement sur BMS. Et puis donc l'objectif qu'on affiche déjà depuis 2 ans, c'est-à-dire un CA au minimum de 40 millions, avec une partie de service qui est de l'ordre de 25-30 millions. Je continue. Le news flow, donc si on prend chacune des activités service, partenariat, licensing, ben, écoutez, c'est assez simple. Ici, c'est vendre le plus possible ce type de contrat, donc les contrats IDDS. Le premier, c'est pour ça que c'était un jalon important, Galderma. Là, on arrive sur des marchés où il y a des très gros du service, hein, mais on arrive avec des différences et une différenciation très forte. Donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de devenir les numéros 1. Si on en vend 2, si on en vend 4 l'année d'après, etc., on aura des revenus suffisants, effectivement. Et c'est une partie de l'explication de la croissance du chiffre. Les partenariats de services type Ipsen, on a, avec l'accroissement de nos moyens, de nos plateformes, on est 220, on va continuer de se développer, y compris aux États-Unis. À essayer d'acheter une structure pour permettre notamment de travailler en oncologie. Ça, c'est effectivement la voie du développement qu'on veut choisir. Et puis, donc la croissance externe, je viens de vous en parler. Le partenariat, donc le radiotraceur, il est en tête de file, mais il n'est pas tout seul. On a également ici des partenariats précoces qu'on discute sur des cibles qui n'étaient pas affichées, d'accord ? Des hits, rappelez-vous. On fait un hit, on a des cibles. Et là, à ce niveau-là, on peut discuter effectivement très tôt avec l'industrie pharma. Et là, on a des programmes en discussion. Et donc, les technologies OncoSnipe, notamment, qu'on pousse. Alors, le développement d'études où OncoSnipe est présent se fera aussi sans doute au travers d'acquisitions en intelligence artificielle. C'est ce qu'on veut faire. Le licensing, là, vous avez vu le pipe. Et c'est sur ce pipe-là qu'on travaille pour amener effectivement derrière, atteindre nos objectifs, ceux que je viens de vous présenter, amener des composés thérapeutiques en essai clinique en 2020. Voilà. Et là, on est à la fois en ligne avec ça. On investit quand même en R&D entre 2016 et 2020, 40 millions d'euros qu'on investit nous. Hein. On ne va pas chercher ailleurs. Donc voilà. Je crois que c'est la dernière. J'en ai passé certaines autres. Moi, j'ai passé sur celle-là. Oui, merci. J'ai une question pour OncoDesign. Je n'ai pas très bien compris comment vous arriviez à avoir 2 fois plus de résultats opérationnels que de chiffre d'affaires. Ah oui. Alors, si vous pouvez peut-être, c'était tout à fait. Alors, dans les revenus, on compte les revenus qu'on obtient à partir de notre partenariat avec GSK, c'est-à-dire c'est 8 millions par an. On les met dans les revenus, ce n'est pas le chiffre d'affaires. C'est ça l'explication, en grande partie. Et puis, bien sûr, rentre aussi tout ce qui est crédit d'impôt recherche et autres. On le met comme une subvention. Il ne rentre pas dans le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires 2017, c'est 14,3 millions d'euros. Les revenus, c'est 26 millions d'euros. Le double, oui. Voilà. Ok, merci. C'est l'explication. Bonsoir, une petite question pour vous aussi, Monsieur Gène.
Mais ça n'empêche pas de féliciter les 2 présentations qui étaient vraiment passionnantes. Vous pouvez détailler un petit peu ce que vous faites entre Oncodesign et Unicancer? Je n'ai pas vu mentionner. Ok, alors ça rentre dans le scope de OncoSnipe. Unicancer, c'est la filiale de tête des centres de lutte contre le cancer. Donc il y a une quinzaine de centres de lutte contre le cancer en France. Et leur maison mère, c'est Unicancer. Et Unicancer porte un programme qui s'appelle Consort, qui est un programme de centralisation des données patients. Et c'est à partir de ce programme-là qu'on travaille aussi avec eux, en collaboration, pour essayer de trouver ces algorithmes qui nous intéressent. Donc il y a 600 patients, plus l'accès aussi à ces données. Bonsoir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le partenariat et l'RK2 ? Alors, l'ARC2, c'est effectivement pour nous extrêmement intéressant dans la mesure où on a accéléré beaucoup à la suite. Alors, on s'est séparé d'Ipsen, donc ils nous ont laissé nos droits. Et à partir de là, on a pu financer en même temps, donc c'était le bon moment, pendant 1 an. Et il se trouve que là, on discute avec un certain nombre de pharma, parce que notre avis, c'est qu'arrivant vers le candidat médicament sur cette voie-là, et si on veut valoriser à un bon niveau, on peut soit continuer jusqu'en phase 1, mais Parkinson, c'est une voie extrêmement exigeante. Et là, RIPK2, à côté, on va devoir faire des choix. Et donc là, on est en discussion assez avancée avec un certain nombre de pharma. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, je ne vous donnerai pas la date ni l'heure, mais voilà. Ni les noms. Oui, bonsoir. En fait, j'avais une question qu'on peut-être se pose des actionnaires, en fait, par rapport à la question, elle n'est peut-être pas facile à y répondre, c'est par rapport à vos cours de bourse. Bon, on sait qu'il y a un contexte qui est très compliqué, mais entre l'isogène, si je fais un calcul rapide, où la valeur boursière, c'est pas loin du cash que vous avez en caisse, et Oncodesign, aussi, où on peut se dire, bon, en tout cas, on vaut bien moins cher ou pas loin des cours de l'intro, et par rapport à tout le travail que vous avez fait, en fait, voilà, quel est votre sentiment par rapport à ces éléments-là, même si c'est un contexte que vous ne maîtrisez pas, en fait, pas toujours sur la valorisation que le marché vous donne. Je crois que ce qu'il faut dire aussi, moi c'est un peu ce que je vois quand je regarde la France, la Belgique par exemple. C'est pas très loin, c'est quand même 2 cultures très différentes en termes boursiers. Les Belges investissent, ils ont eu des succès en biotech. Le marché français, c'est un marché de 90 sociétés qui sont introduites. Elles ont toutes des niveaux très différents. Vous avez vu ce soir qu'il y a l'isogène qui a des produits en développement clinique. Nous, on a des produits qui ne sont pas encore en développement clinique. Pour apprécier ça, il faut la connaissance de ce qu'est le développement clinique. Je pense qu'il n'y a pas de fonds spécialisés. Il y a quelques-uns, mais pas beaucoup, très sincèrement. Ça, ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et vous allez aussi en Belgique, vous avez Kempen qui ont des gros succès, donc qui sont spécialisés dans le domaine. Il y a des analystes qui sont capables de faire la traduction aux investisseurs, y compris, je dirais, particuliers. Il y a un flux qui n'a rien à voir. Enfin, on parle du flux. C'est sûr qu'une vaguelette sur nos structures en termes boursiers, c'est une vague qui nous submerge. Alors, on en est responsable sans doute, mais en même temps, moi, je ne sais pas quoi dire sur cette fin d'année. Je vois des gens qui vendent pour nettoyer leurs comptes. On est des petites lignes sur les comptes des investisseurs, enfin vous êtes bien placés pour le savoir, donc il y a un nettoyage qui se fait périodique. Alors c'est au détriment de la valo des sociétés, clairement, enfin du travail qui est fait. Moi je regarde surtout le travail qui est fait dans l'entreprise. Ce qu'on essaie de vous montrer, c'est que on avance, enfin je veux dire, je crois que les 2 projets sont c'est porté par des gens de conviction, on se bat. Alors la conviction, c'est pas toujours suffisant, on est d'accord.
Mais quand même, il y a des résultats derrière ça. Je veux dire, on n'investit pas de l'argent pour le voir partir, le voir disparaître. Donc non, on crée de la valeur, il faut le démontrer. Je crois qu'on parle de contrat avec l'industrie, c'est une manière de le démontrer. Nous, on sait qu'il faut qu'on sorte ce candidat et notre cheval, c'est RIPK2, et on va le faire là-dessus parce que ça sera la démonstration de tout ce qu'on fait. Voilà, c'est ce qu'on essaye de montrer après. Après, est-ce qu'il faut aller à l'étranger ? Enfin, moi, c'est une question que je retourne aussi au marché boursier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je teste depuis 20 ans des composés que je vois passer. Je vois passer les boîtes qui sont en bourse, au Nasdaq, etc. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une différence qui justifiait des milliards d'un côté, des millions de l'autre. Vous pouvez pas me faire confiance, mais moi, je les vois, les molécules. Je sais ce que c'est en plus. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait cette différence. Alors, je ne sais pas, on ne sait pas bien peut-être qu'il faut aller. Et je crois que l'immaturité, derrière, il faut la gommer. Nous, on a pris l'option de faire une lettre aux actionnaires pour essayer d'amener de l'information. On essaie de dialoguer. Alors, on se fait insulter quelquefois quand même, mais moi, je peux comprendre. Je comprends tout parce que l'idée, c'est quand même de faire gagner de l'argent à des partenaires qui en investissent chez nous. C'est normal. On l'a fait jusque-là avec nos partenaires traditionnels. Vous ne nous avez pas présenté votre plan, l'une comme l'autre, de consommation de cash sur la durée, pour dire, admettons, j'ai tant de millions, je peux tenir jusqu'à tant de temps, et ainsi de suite. Et systématiquement, pas vous spécialement, mais pas mal de biotech, moi je viens régulièrement pour les biotech parce que j'investis pas mal dans les biotech. Systématiquement, vous mettez jamais rarement les graphiques de bourse, alors que les gens qui sont en face de vous, ils les connaissent, les graphiques de bourse. Donc je vois pas pourquoi cacher, quoi. Pas de chance, d'habitude je le montre, mais vous ne l'avez pas vu là. Oui, enfin, le cours de bourse, il est public, point barre. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème il est même dans la revue des actionnaires. Moi, ça fait partie de la... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est bien évident que des gens qui nous font confiance, ils ont fait confiance. L'idée, c'est quand même derrière qu'on crée de la valeur ensemble. Donc, pour moi, j'ai pas de souci à être responsable quelque part ou à me sentir responsable de l'évolution de la bourse, même s'il y a un contexte particulier, etc. Donc, j'ai pas là-dessus pas d'ambiguïté. Alors, vous avez compris qu'on a un business model un peu différent. Nous, jusqu'en 2020-2021, on a effectivement la répartition de la subvention entre guillemets GSK et on monte notre activité de service. Et l'idée, c'est d'être un REX à hauteur, en équilibre, je dirais, en 2021. On a été rentable avant de partir en bourse. 2020-2021. On était en résultat positif avant, donc on génère de la marge, on la gère. Alors c'est une activité qu'on sait gérer aussi. D'accord ? Donc pour nous, le cash, c'est extrêmement important. Surtout là, on investit beaucoup. Donc là, on n'est pas en REX positif, c'est pas vrai. On est en REX négatif, on investit 14 millions de R&D l'an dernier. Donc c'est considérable pour les revenus qu'on a. D'accord ? Donc c'est normal, mais on sait pourquoi on est en REX négatif. Voilà. Et on sait pourquoi on va se retrouver en REX à l'équilibre 2020. C'est un peu l'objectif. Alors c'est une contrainte de plus qu'on se donne. C'est pas une contrainte biotech quelque part. Voilà. Donc on a des courants de flux différents. Voilà. Ça explique aussi pourquoi des fois on fait des deals plus tôt ou plus tard. Justement, pour rebondir sur ce point-là, Philippe, est-ce que vous réfléchissez pour accélérer certains développements, aller chercher des financements dilutifs, non dilutifs, ailleurs ? Alors, je sais pas si tu veux répondre pour toi, mais ouais. Alors, nous, on réfléchit à une chose. Je pense qu'on a un business model, alors qui est pas très simple. Hélas, en France, j'aurais pu rajouter ça tout à l'heure quand on discute de la connaissance des marchés. Quand on va en Belgique, on nous parle de Galapagos. Quand on vient ici, on nous parle de CEREP. CEREP, c'est Galapagos, c'est maintenant. D'accord ? Donc, et le succès, c'est Galapagos, c'est pas CEREP. Donc, nous, on envisage de clarifier un peu notre business model. Non pas, donc je dis
aller plutôt vers une filialisation, d'accord, des choses, pour que quand un investisseur met de l'argent dans la structure, il sache où va son argent. Est-ce que ça va en partie sur le service? Est-ce que ça va ailleurs? Ça peut être troublant. Je pense que ça, c'est une des raisons aussi. Quand on nous compare à une société de service, on va nous trouver pas assez performants. Quand on nous compare à une société de biotech, on va nous trouver pas assez performants. Donc, aller lever de l'argent, oui, clairement. Pour des projets de recherche, très spécifiquement, oui, d'accord. Et aussi en investir parce qu'on veut en générer de l'argent. Donc, il y a une clarification à faire. C'est pas très simple à lire, ces business models, quand on est investisseur. Moi, je l'ai bien en tête. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Et oui, si on est cassé en termes de valorisation, je crois qu'il y a les choix sont faits. Oui, bonjour. Donc, vous avez parlé de filialisation, monsieur Philippe Gène, de votre société. Est-ce que le but à terme est de développer, par exemple, les services et d'imaginer céder parce que si on filialise, on peut imaginer qu'on cède certaines parties. Est-ce que ça fait partie des possibilités que vous envisagez pour financer d'autres parties, d'autres filiales en fait? Je crois qu'il y a vraiment la problématique de la lisibilité et aussi du développement en interne. À l'heure d'aujourd'hui, les sites que vous avez vus, ils ont des spécialités, on va dire, différentes. Mais tout le monde travaille à la fois sur le service et également nos propres programmes. Alors c'est très intéressant, sauf qu'à un moment donné, ça devient très complexe à gérer parce qu'on doit affecter des ressources plus à certains aspects de développement qu'à d'autres. D'accord ? Et si on veut accélérer nos programmes, il faut qu'on y mette les moyens exclusivement. Donc je dirais que pour moi, c'est nécessaire en interne. Ça sera nécessaire aussi en externe pour la lisibilité. Et derrière, après, c'est une stratégie. On peut tout imaginer. On peut imaginer effectivement céder un certain nombre d'assets, d'actifs, de licences. On peut imaginer aussi capitaliser sur certains autres. On a parlé de l'AI, il y a des choses extrêmement importantes à faire aussi dans ce domaine. Et nous, on a envie aussi de développer ces aspects-là. C'est pas du build-up qu'on fait là. On construit sur les 3 axes que je vous ai montrés. D'accord ? Donc, je réponds à votre question. Je dirais oui par rapport à ce que vous avez exprimé. Plus le service que le reste, je crois qu'il faut des revenus dans une entreprise. Moi, je viens de la science. Maintenant, je suis chef d'entreprise depuis un certain temps. Pour moi, une entreprise, à un moment donné, si on investit de l'argent, c'est pour en créer de la valeur et donc derrière la développer, qu'il y ait une croissance et qu'on puisse développer au travers d'un chiffre d'affaires, etc. Donc, faut se donner les moyens. Le service, on ne peut pas le faire à l'économie et le reste non plus. Donc il y a un moment donné où il est nécessaire de faire des choix. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais bon, un peu. Les bons, on préfère. Les bons choix. Bonsoir. Petite question concernant la croissance externe. Vous avez parlé des États-Unis. Vous avez déjà des cibles ou... Pour Oncodesign, oui, on a déjà des cibles. Oui, on est là-bas, on est présent, on a des clients depuis très longtemps. On a mis un pied, je dirais, au travers d'une structure qu'on a construite sur Montréal pour tester si, en étant présent là-bas, sur le marché du service en oncologie, on avait plus de chances de signer. On a formé aussi des gens, donc ça c'est important. Et donc à côté de ça, on a regardé des opportunités. Oui. Voilà. En 2019, quel pourrait être l'annonce ou le projet qui pourrait déclencher le grand retournement, on va dire? Nous, on a un alignement des planètes à faire par rapport au choix qu'on a fait, au business model. Je pense qu'on a marqué un bon point avec la signature de Galderma, qui veut dire qu'en service, on est capable d'être reconnu comme des providers de haut niveau et d'apporter sur des programmes. Derrière, on a 2 programmes en interne qu'on a accélérés. Et donc, je dirais qu'il y a une reconnaissance qu'on peut espérer au travers de deals intéressants, mais surtout aussi de sortir un candidat médicament, parce que Nanocyclics, on y travaille quand même beaucoup depuis longtemps. On a investi. Pour nous, c'est
c'est pas l'aboutissement, mais ça sera une preuve de l'alignement de ces planètes. Donc oui, 2019, on espère tout ça.